Si Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion sont considérés à juste titre comme des classiques du film de Noël, on a pu voir dans ma précédente vidéo que c'était pas le cas du troisième volet, Maman je m'occupe des méchants. Un opus qui souffrait grandement de l'absence de Macaulay Culkin en tête d'affiche, Chris Columbus à la mise en scène et John Williams à la musique. Mais est-ce que vous saviez qu'après ce troisième film médiocre, il y en avait trois autres encore pires? Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et en cette belle période de Noël, on va parler des pires suites de Maman j'ai raté l'avion. Parce que si vous trouviez que le troisième était mauvais, dites-vous que vous avez encore rien vu. Oh oh oh, Noël approche ma gueule. Et aujourd'hui je viens pas avec des chaussettes de Noël ou des chocolats. Non non non, j'ai bien mieux que ça dans ma hotte. Ça t'est déjà arrivé de rentrer épuisé du taf et d'avoir la flemme de cuisiner? Dans ces cas-là, deux solutions. Tu commandes de la malbouffe, ou pire, tu sautes un repas. Et ça c'est deux belles bêtises. J'aurais bien utilisé un autre mot, mais c'est bientôt Noël, alors je peux pas me permettre de dire des conneries. Oups. Bref, j'ai la solution qu'il te faut pour faire face à ces situations. YFood, c'est un repas complet et équilibré dans une bouteille. Pas besoin de cuisiner, pas besoin de faire la vaisselle, et surtout, fini les menus déséquilibrés entre deux marathons de films de Noël. Et je t'entends déjà me demander, mais Père John Michael, pourquoi YFood? Bonne question ma gueule. Déjà, parce que YFood c'est beaucoup plus sain qu'un vulgaire burger de fast-food. Et avec ses 26 vitamines et minéraux, ça contient tout ce qu'il te faut pour tenir pendant 3 à 5 heures sans le coup de barre de mi-journée. Bref, tout le package pour être aussi endurant que moi. Et avec des saveurs comme vanille, coco ou café, c'est Noël à chaque gorgée. Et si les boissons c'est pas ton truc, YFood a aussi de délicieuses barres à te proposer. Moi je me régale avec les barres coco chocolat blanc. Profite d'une réduction de 10% sur les délicieux produits YFood grâce à mon code Guillaume-YouTube ou en suivant le lien dans la description. Cerise sur le gâteau, les frais d'expédition sont offerts pour toute commande supérieure à 30 €. La magie du Père John Michael en pleine action. C'est pas beau ça? Alors fais-toi plaisir et joyeux Noël ma gueule. Home Alone 4 Taking Back the House, ou Maman je suis seul contre tous, est un téléfilm produit par Fox Television Studios, diffusé pour la première fois en novembre 2002 aux USA sur la chaîne ABC et sorti en DVD quasiment un an plus tard. C'est donc le premier film de la saga à n'avoir pas eu droit à une sortie en salle en bonne et due forme. À l'écriture, on ne retrouve pas John Hughes, mais Deborah Frank et Steve Alais, duo de scénaristes apparemment abonnés au téléfilm de Noël rempli de guimauve, citant notamment le fils du Père Noël et le Père Noël a disparu. Et à la réalisation, Rod Daniel qui avait mis en scène Teen Wolf avec Michael J. Fox en 1985. L'objectif avec ce film, c'était de lancer une série télé Home Alone. C'était en tout cas l'ambition des producteurs. Mais pour ça, il fallait que le film rencontre un succès suffisant. Et apparemment, c'est pas ce qui s'est passé. Étonnant. Dès les premières secondes, on sent que ça va être de la merde. C'est un talent, mine de rien, une telle absence de talent. La particularité de cet opus, contrairement au troisième volet, c'est qu'il a l'audace de se poser comme la suite du deuxième et de remettre les McAllister au premier plan. Mais la version cheap des McAllister, hein, même la maison elle a subi les coupes budgétaires. Dans le rôle de Kevin, Mike Winberg. Un enfant, ma foi, sympathique, hein, c'est pas le problème, mais bon, déjà, il est brun, je veux dire, ils ont vraiment pas fait d'efforts sur ce coup-là, et en plus, disons qu'il a clairement pas le charisme de Macaulay Culkin, et qu'il a pas non plus un don inné pour jouer la comédie. On retrouve donc, Kevin. Au moment de Noël, forcément, c'est la tradition, et on apprend que ses parents sont sur le point de divorcer, et son père sur le point de se remarier. Ouais, c'est un rapide le gars. Oui, je m'y attendais pas, mais c'est arrivé si vite. Je l'ai pas vu venir, mais figure-toi que tout d'un coup j'étais à genoux avec une bague de fiançailles à la main à lui demander de m'épouser. Rien compris. Du coup, chez les McAllister, c'est pas la grosse ambiance, d'autant que Kevin se fait victimiser comme pas permis par son frère Buzz et sa sœur Megan. Parce que dans ce genre de moments difficiles, y a que les faibles qui se serrent les coudes. Alors si je dois me casser les pieds, c'est à toi que je vais casser les pieds. Ça veut rien dire ça, mon grand. Pas de nouvelles de son frère Jeff et de sa sœur Lenny par contre. Soit y avait plus assez de budget pour embaucher plus d'acteurs, soit Buzz et Megan les ont butés, et Kevin sera le prochain. Enfin bref, étant donné que le jeune Kevin en a un peu marre d'être une grosse victime, nettoie ça, tronche de cake. Il décide de faire faux bon à sa mère et de partir passer Noël du côté de son père chez sa belle-mère pleine aux as. Et qui c'est qui décide pile à ce moment-là de venir cambrioler la maison de la belle-mère? Marvin. C'est fou la vie quand même, hein? Bon évidemment il n'est pas joué par Daniel Stern, hein, même si c'est pas faute de l'avoir contacté. Mais l'acteur aurait apparemment lu le scénario et l'aurait qualifié d'insulte et de pure nullité. Une façon pas polie de dire non merci. Et cette fois, Marvin est accompagné de sa femme Vera, qu'il a rencontrée en prison. Parce qu'il faut bien tenter des trucs, hein. La majeure partie du film consistera donc à voir Kevin tenter d'empêcher les deux cambrioleurs de passer à l'action. Et comme vous devez vous en douter, ce film est affligeant de nullité. Le troisième volet était déjà pas terrible, mais là on touche le fond. C'est non seulement mauvais, mais en plus c'est chiant, c'est pas drôle, c'est lourd, c'est plein de guimauve, l'exact contraire de ce qu'était le premier film. Parmi les pires moments du métrage, n'importe quelle scène avec Marvin et Vera qui sont tout simplement insupportables. French Stewart et Missy Pyle passent leur temps à en faire des caisses et on a qu'une envie, c'est de rentrer dans l'écran pour leur coller une putain de baffe. Oui, je suis violent! Parce qu'un duo de personnages foncièrement débiles, c'est pas une bonne idée. Dans les deux premiers, la dynamique fonctionnait parce qu'on avait deux forces opposées, le grand dadé d'un côté, le petit nerveux de l'autre. Ce serait beaucoup moins intéressant de voir deux Harry, et là on nous colle deux Marvin. Enfin, deux pseudo-Marvin, hein. On notera aussi une certaine volonté désespérée de la part du film de justifier l'absence totale de neige à Chicago en pleine période de Noël, pour la simple et bonne raison que le film se tourne au Cap en Afrique du Sud. Dites, vous croyez qu'on aura un Noël blanc?
Ce serait étonnant avec ces températures qui ne sont pas de saison. Autre grand moment, quand Kevin et le majordome se font enfermer dans la cave et qu'il vient pas à l'idée du putain de majordome d'utiliser son putain de portable pour appeler la putain de police. Au lieu de ça, il le file à Kevin qui décide d'appeler tout le monde, sauf les flics. La batterie est foutue. Oh, t'as de la chance d'être mineur parce que là l'insulte est partie, petit con. Oups. D'ailleurs, le majordome ne quitte jamais la maison. Il est toujours là, le gars. Du coup, y a pas une seule scène où Kevin est seul à la maison. Alors que c'est un petit peu le concept de base. Bref, après moult péripéties sans intérêt, à la fin du film, Papa McAllister décide finalement qu'en fait il a changé d'avis et qu'il a plus envie de divorcer. Je crois que j'ai confondu exaltation et engouement avec amour. Non, c'est pas vrai. Du coup, les parents se remettent ensemble parce que Kate a pas d'amour propre et tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, sauf pour son ex qui va pas passer le meilleur Noël de sa vie. Un chic type, le père McAllister. La bonne nouvelle dans tout ce merdier, c'est que le film a pas suffisamment marché pour lancer une série dans son sillage. Une série dans laquelle Marvin et Vera auraient fait leur retour, excellent, pour planifier le cambriolage de la maison des McAllister. Comme c'est original. Et face à eux, tous les enfants du quartier auraient joint leur force pour former leur propre comité de surveillance. Mais le projet a fini aux oubliettes, et personne ne s'en plaindra. Pour autant, notre calvaire ne s'arrête pas là. Ah, cette fois ils font au moins l'effort de reprendre les notes du thème original. C'est donc au tour de Home Alone The Holiday Heist, ou Maman la maison est hantée. Au Québec, c'est carrément Maman des fantômes ont volé nos cadeaux, et le titre original c'était Home Alone Alone in the Dark. Et si de tels titres pourraient laisser penser qu'ils ont voulu tenter un truc un minimum original en plaçant l'action au moment d'Halloween plutôt qu'à Noël, et figurez-vous que pas du tout. Maman la maison est hantée est donc le 5e volet de la saga, à nouveau produit par Fox Television Studios et destiné à une diffusion sur ABC. Le film est cette fois-ci écrit par Aaron Ginsberg et Wade McIntyre, principalement connus pour avoir produit et coécrit la série Les 100. Et derrière la caméra, Peter Hewitt, habitué aux comédies et aux films pour enfants puisqu'on lui donne notamment les folles aventures de Bill et Ted avec Keanu Reeves, à la suite de l'excellente aventure de Bill et Ted, et le chef-d'œuvre Garfield, adaptation de la célèbre BD sortie en 2004. Pour ce qui est du casting, Christian Martin incarnera le personnage principal Finn Baxter. Parce que les McAllister cèdent la place aux Baxter. Jodelle Ferland, qu'on a vu dans Silent Hill, incarnera sa grande sœur Alexis, et Malcolm McDowell, pourquoi pas, sera le grand méchant Sinclair. Un bon nom de méchant, ça. Après un tournage au Canada, le film est diffusé le 25 novembre 2012 aux USA. Maman la maison est hantée est donc le premier de la saga à sortir après le décès de John Hughes, survenu en 2009. Et clairement, ils auraient pu faire mieux comme hommage posthume. Si le film écope de critiques légèrement moins sévères que son prédécesseur, on est quand même bien loin de la réussite artistique. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les Baxter? Ils vont se faire cambrioler, il y a que Finn pour sauver la situation, c'est ça? Finn est donc un jeune garçon qui emménage avec ses parents et sa sœur dans le Maine, au sein d'une baraque que le gamin trouve immédiatement terrifiante. Ouais, parce que Finn, c'est une petite flippette. Sauf qu'en vérité, ce sont pas les fantômes qui menacent sa maison, mais un groupe de cambrioleurs mené par un certain Sinclair qui veut à tout prix récupérer un tableau familial de grande valeur entreposé dans une pièce secrète du sous-sol. Et forcément, ils vont se manger une montagne de pièges dans la gueule au moment de passer à l'action. Que dire de ce 5e opus? Pas grand chose. Le film est meilleur que le précédent. Enfin non, il est moins mauvais. Après c'est pas fou non plus, hein, on passe de 1 sur 10 à 2 sur 10 quoi. Ce qui lui fait gagner un point, c'est surtout l'absence du duo de débile du film précédent. À part ça, y a pas grand chose à sauver, on est sur une prod télévisuelle formatée pour remplir les cases au moment de Noël, rien de plus. Que vient foutre Malcolm McDowell dans cette galère? On se le demande, même s'il est pas étranger aux productions de merde comme a pu l'attester son petit rôle dans Silent Hill Révélation. Bref, petit tour d'horizon. Déjà, on a droit à des personnages qui répondent à tous les clichés possibles. Le gamin asocial qui passe son temps sur sa console. Mais c'est une bataille méga plus! Mais ça veut rien dire ça! La grande sœur qui passe son temps sur son tel à faire la gueule. Tu parles d'un Noël pourri. La mère qui fait de son mieux entre le travail et la famille, et le père à la fois gênant. Mon papa adoré. Il est trop saoulant, ce mec. Et d'une passivité assez extraordinaire. C'est limite s'il félicite pas son gamin quand il l'électrocute. Ton installation est très impressionnante. Le plus sympa au final, c'est le petit voisin un peu perché qui a un putain de lanceur de boules de neige. Ouais, c'est le meilleur passage du film. Le niveau général est pas dingue, non. En bref, comme vous aurez pu le constater, y a strictement rien à retenir de cette prod fadasse que de toute façon tout le monde a oublié. Heureusement que je suis là, hein. Suite à ce baroud de déshonneur, la Fox mit de nouveau la saga de côté. Peut-être pour toujours. Pas du tout. En 2019, la Fox passe sous le giron de Disney, qui est sur le point de lancer sa plateforme de streaming Disney+, et compte bien capitaliser sur quelques licences fortes du studio pour remplir son catalogue. Vous voyez où je veux en venir ? En août 2019, Bob Iger, le PDG de Disney, annonce que le studio a bel et bien l'intention de déterrer la franchise pour donner une nouvelle jeunesse à ce classique de Noël en le réimaginant pour les abonnés de Disney+. Quelle idée formidable! C'est un nouveau duo qui hérite de l'écriture, parce qu'apparemment il faut être deux pour écrire ça. Mikey Day et Streeter Siddle, deux auteurs de chez SNL, plutôt habitués à l'humour télévisuel donc, puisqu'on compte sur leur CV d'innombrables sketchs pour l'émission entre 2013 et 2022. Derrière la caméra, Dan Mather, réalisateur britannique qui travailla pendant des années avec Sacha Baron Cohen en coécrivant et coproduisant les comédies basées sur ses personnages de Ali J, Borat et Bruno. Pas forcément le mec le plus indiqué pour réaliser une comédie de Noël pour enfants, mais allez savoir, peut-être qu'il va apporter un peu de mordant à l'entreprise.
Vous y croyez pas? Moi non plus. Et sinon, il a réalisé Mariage à l'anglaise et Dirty Papi avec Robert De Niro. Alors le premier, je l'ai vu il y a longtemps et le seul souvenir que j'en ai, c'est que j'ai pas rigolé, et le deuxième, je l'ai pas vu et franchement, j'ai pas envie. Quand son agent l'appelle pour lui parler du projet, lui demandant s'il serait intéressé à l'idée de faire un pitch au studio, Mazar donne la meilleure réponse qui soit. Non, mauvaise idée, pourquoi j'irais faire un truc pareil? Et pourtant, c'est bien lui qui réalise le film. Qu'est-ce qui a bien pu lui faire changer d'avis? On se le demande. Le pognon, bah oui. C'est donc cette équipe de choc qui fut chargée de donner une seconde jeunesse à la saga. Dans le rôle du jeune Max Mercer, on retrouverait cette fois-ci Archie Yates, une sorte de Nick Frost miniature qui était juste excellent dans Jojo Rabbit. Accordons-lui le bénéfice du doute. Pour ce qui est des cambrioleurs, ce serait cette fois-ci un couple formé par Ellie Kemper, que les fans de The Office reconnaîtront, et Rob Delaney, que les fans de Deadpool reconnaîtront. Le tournage prend place au Canada en février 2020, ce qui est vraiment pas de bol parce que c'est pile un mois avant toutes les restrictions liées au Covid, qui finissent donc par les obliger à mettre le tournage en pause pour quelques temps. Et pendant cette pause, des rumeurs commencent à s'emparer de la toile. Macaulay Culkin aurait été contacté par la production pour faire un caméo au sein du film. L'homme, la légende, le mythe serait bel et bien en négociation pour pointer le bout de son nez en tant que Kevin McAllister dans ce 6ème opus pseudo-suite remake reboot. Sauf que pour qu'une telle chose arrive, il va falloir casquer. On parle d'une somme avoisinant les 2,5 millions de dollars, et apparemment Disney avait pas spécialement envie de mettre autant d'argent sur la table parce que le caméo n'a finalement pas eu lieu, chose qui sera confirmée sur Twitter par Culkin lui-même quelques semaines avant la sortie du film. Par contre, un caméo a bien été filmé avec un acteur des films originaux. C'est Devin Ratray, l'interprète de Buzz McAllister, le grand frère de Kevin, qui fera donc son retour dans ce 6ème opus pseudo-suite remake reboot. Après avoir bravé la pandémie pour achever le tournage dans le courant de l'année 2020, le film part en post-production, et sa première bande-annonce diffusée en octobre 2021 ne fait pas franchement monter la hype. Elle se mange juste une grosse vague de pouces en bas. Ouais, le ratio est assez spectaculaire. Et le film est finalement diffusé le 12 novembre 2021 sur Disney+, pour le plus grand bonheur de Disney, j'imagine? Étonnamment, les critiques sont à nouveau désastreuses, mais pas moyen de savoir si le film a été un succès ou pas, les plateformes de streaming communiquant très peu sur ce genre de choses. Ceci étant dit, quand c'est un succès en général, il s'en cache pas, et il continue de produire des suites. On peut donc partir du principe que le film n'a pas répondu aux attentes de Disney. Dans ce dernier opus en date, on suit les péripéties de Pam et Jeff, un couple qui n'a d'autre choix que de vendre sa maison suite à des soucis financiers. Sauf qu'un jour, ils apprennent qu'ils ont en leur possession une poupée qui pourrait se vendre à 200 000 $ sur eBay. Le problème, c'est que la poupée a disparu, et selon eux, le coupable est tout trouvé. Maxwell, un gamin oublié par sa famille et qui se retrouve donc à passer Noël tout seul. Et comme il n'est pas du genre à se laisser faire, la récupération de la poupée va s'avérer un chouïa plus compliqué que prévu. Le résultat, un film très mauvais, mais qui a quand même pour lui d'avoir tenté quelque chose de différent. Comme vous avez pu le constater, le film est plutôt malin dans sa prémisse, opérant un retournement inattendu et assez bienvenu en nous faisant adopter non pas le point de vue de l'enfant, mais celui des adultes qui viennent le cambrioler. Les antagonistes deviennent donc nos protagonistes, et l'idée est plutôt cool, apportant à ce chapitre un nouveau souffle plutôt que de simplement répéter l'éternel schéma des 5 films précédents. Et c'est sans doute pas plus mal. J'ai vraiment rien contre Archie Yates, mais son personnage par contre... il est plutôt du genre antipathique. Vous vous souvenez ce que j'avais dit sur Alex du 3ème film? Comme quoi son problème c'était d'être trop lisse et que ce qu'on aimait chez Kevin c'était aussi son impertinence? Ben, dans cet opus... Elles sont très fragiles, alors on va les laisser dans leur boîte. Oh là là, le petit garçon veut pas prêter ses jouets? Pardon? Le gamin a l'impertinence d'un petit con. Ce qui est raccord avec l'idée d'en faire l'antagoniste au final. Mais au-delà de cette idée de bousculer légèrement les codes de la saga, on sent vite les limites de cette entreprise qui reste bien évidemment avant tout mercantile. Il n'y a aucune ambition de produire un grand classique de Noël pour petits et grands, juste l'ambition de placer un produit facile à vendre sur une plateforme de streaming en pleine expansion. En termes d'humour, le côté mordant n'est bien évidemment pas présent, mais si quelques quiproquos prêtent à sourire, l'ensemble est plutôt bas de plafond. Excuse-moi, je suis désolé. Quant à la classique séquence de la maison piégée, c'est globalement efficace, mais y a rien d'incroyable à signaler, la mise en scène ne se révélant jamais aussi percutante que celle de Columbus. Et on soulignera la fausse bonne idée du casque de réalité virtuelle pour bien montrer que le film est en phase avec son époque. Sauf que ça marche pas comme ça un casque VR. Vous voulez faire plaisir aux jeunes générations, ok, mais vous pourriez au moins prendre la peine de pas les prendre pour des cons. Même remarque en ce qui concerne les anciennes générations d'ailleurs, hein. Le film veut tellement les brosser dans le sens du poil qu'il peut pas s'empêcher de placer des références au film original un peu partout. Waouh, c'est très mauvais. C'est devenu une mode de faire des remakes des grands classiques. Mais ils valent jamais les originaux. Ah mais vous en êtes conscient en fait que vous faites de la merde. Pour ce qui est du caméo de Buzz, autant vous dire qu'il ne sert à rien. C'est un clin d'œil gratuit et pauvre qui cherche juste à apporter un minimum de légitimité à cette suite. Tu auras essayé, Kevin. Ouais, il y avait de l'idée. Heureusement que Culkin s'est pas retrouvé là-dedans. Kevin mérite mieux que ça. Vous abandonnez ou vous en voulez encore? Non, je crois qu'on va s'arrêter là. Était-il vraiment nécessaire de faire une suite à Maman j'ai raté l'avion? Non. Alors en faire 5... Si le deuxième opus reste une comédie de Noël pour toute la famille vraiment sympa et dans la droite lignée de l'original, le reste illustre parfaitement ce qui arrive quand un studio décide d'exploiter une franchise jusqu'à la lie. Autant vous dire que c'est pas joli. Maintenant, est-ce que Disney va enfin laisser la saga Home Alone en paix? Et là, vu la propension du studio à capitaliser sur tout et n'importe quoi, je parierais pas là-dessus. Ils vont probablement la mettre de côté pendant un temps, mais elle finira par ressortir du placard un jour ou l'autre. De son côté, Chris Columbus est monté au créneau au moment de la sortie du 6ème opus pseudo-suite remake reboot, affirmant que tout ça n'était qu'une perte de temps sans intérêt et qu'il serait de toute façon impossible de reproduire le miracle du premier film. Et je pense qu'il a raison.
Il faut arrêter maintenant. T'as compris Disney? Tu arrêtes. Si vraiment il fallait qu'un nouvel opus voie le jour, pour moi, il faudrait simplement raconter l'histoire de Kevin McAllister, 30 ans plus tard, avec Macaulay Culkin. C'est la seule chose qui pourrait véritablement susciter l'intérêt des fans, le retour du personnage culte, le vrai visage de la saga et pas une pâle copie. Mais la meilleure chose à faire, c'est encore de laisser la saga tranquille une bonne fois pour toutes. Quant à nous, la meilleure chose qu'on puisse faire en cette belle période, c'est se revoir les 2 premiers opus pour la énième fois en attendant le passage du père John Michael. Ho ho ho! Joyeux Noël, mes gueules, et une très bonne année! Paix, amour et pognon! Merci à tous d'avoir regardé ces 2 vidéos, j'espère qu'elles vous ont plu. C'est la fin de l'année, alors je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, et je vous dis à l'année prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à faire comme on fait d'habitude. Liker, commenter, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et jeter un petit coup d'œil à la boutique en ligne où vous trouverez une gamme éphémère spéciale Noël, si ça c'est pas la folie. Quant à moi, je vous dis à bientôt, salut!